Bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue sur ce nouveau podcast du Kémulogène. Nous avons ici Elias Nahas. Bonsoir. Bonsoir. Donc, tu as terminé un livre rédigé par Renaud Mels, professeur d'histoire contemporaine, qui a rédigé un livre qui s'intitule Pierre Laval, un mystère français, publié chez l'édition Perrin Biographie. Alors, déjà pour commencer, de tous les livres, pourquoi lire un livre sur Pierre Laval et pas quelqu'un d'autre? Pierre Laval, en réalité, le nom, la personne m'intéressait parce que on la connaît, mais généralement on la connaît seulement pour l'action qu'elle a faite sous le régime de Vichy. Je rappelle que c'était entre guillemets le bras droit du maréchal Pétain, qui a été 2 fois son vice-président du Conseil. Et comme je lisais des biographies historiques, que remontant la chronologie, j'arrivais peu à peu à la Seconde Guerre mondiale. Après avoir lu une biographie de Pétain, une excellente biographie de Pétain, eh bien j'ai lu cette excellente biographie de Pierre Laval, qui m'a pris un peu plus d'un mois pour que je la termine, mais qui était une lecture qui a vraiment valu le coup, pour ce que j'y ai appris, pour l'ensemble de toutes les informations qu'il y avait, et pour le regard nouveau que la lecture m'a permis de porter sur le personnage. Alors, déjà, première question pour commencer. Qui est Pierre Laval? Est-ce que tu peux nous dire succinctement qui est ce personnage, qui est cet homme politique? Pierre Laval, c'est un homme politique qu'on retient pour sa participation au régime de Vichy. Quelqu'un qui est né en 1883, il est né en Auvergne, à Châteldon, et voilà, au fur et à mesure de son éducation, étudiant en droit, jeune militant socialiste, il commence à entrer dans la politique par la gauche, suivant le schéma très classique de la Troisième République. Juste avant la Première Guerre mondiale, il se fait élire député, député de gauche bien sûr, et il réussit à partir de ce moment-là une ascension assez fulgurante dans le milieu politique. 10 ans plus tard, il est ministre pour la première fois. Dans les années 30, c'est un personnage politique de premier plan qui dirige notamment le Quai d'Orsay pendant presque 2 ans sans discontinuer. En gros, qui mène pendant une grande partie des années 30 la politique étrangère de la France. C'est quelqu'un qui se fait un peu exclure du pouvoir au moment de l'arrivée du Front populaire en 1936 et qui le vit assez mal, qui ensuite est un militant acharné de la paix, qui défend la paix jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et qui, alors ça c'est un autre débat, mais par réalisme ou par pragmatisme, choisit la voie de la collaboration et qui ensuite noircit complètement son image dans son action sous le régime de Vichy, de plusieurs manières différentes, mais en gros, c'est le bras droit de Pétain, c'est celui par lequel la Troisième République a été abattue, et à la Libération, il ne lui est fait aucun cadeau. Là où le maréchal Pétain a été gracié de la peine de mort en raison de son âge, Laval n'a pas eu cette grâce-là, et donc a été exécuté dès octobre 1945. On peut se demander du coup, est-ce que Laval représente-t-il une anomalie politique dans les années 1930 ou bien incarne-t-il, au contraire, les dérives possibles du système républicain de la Troisième République? Alors bon, c'est toujours très facile de parler de dérive par rapport à la Troisième République quand on est sous la Cinquième et qu'on regarde le régime avec je dirais le dédain historique normal d'un régime stable qui caractérise un régime instable. Mais en réalité, il ne faut pas voir la Troisième République comme un régime qui ne fonctionne pas du tout. Euh, c'est un régime qui a ses défauts, mais qui a quand même réussi à se maintenir 70 ans et à absorber un certain nombre de crises. Pierre Laval, dans ce régime-là, n'est pas un personnage très singulier, disons. Il a évidemment sa part de personnalité, ses éléments caractéristiques, mais c'est un président du Conseil qui est attaché au pouvoir, qui s'attache au jeu de la démocratie parlementaire, qui est passé par l'Assemblée avant de passer par le gouvernement, contrairement par exemple à notre actuel président de la République. C'est quelqu'un dont la singularité, si je devais en trouver une, repose sur sa soif du pouvoir et sa volonté de ne jamais baisser les bras. Il faut savoir que Pierre Laval a connu un nombre important de ce qu'on appellerait aujourd'hui de traversées du désert, et à chaque fois, il a profité de ces moments de mise à l'écart pour essayer de revenir plus fort, parce que c'est quelqu'un qui ne lâchait pas les bras et qui avait pour objectif d'exercer le pouvoir. Donc je dirais que non, Pierre Laval n'est pas forcément une anomalie du système de la Troisième République,
C'est quelqu'un qui a réussi à devenir riche grâce à la politique, qui a, entre guillemets, profité du système qui a fait de la politique, non pas pour servir le pays, mais pour se servir, comme diraient les, les formules les plus démagogiques, mais pas forcément fausses. Et donc je pense que c'est au contraire un personnage très politicien, comme on produisait la Troisième République. Mais ça veut dire que... Est-ce qu'on pourrait dire que Laval a suivi une ligne idéologique cohérente, ou bien, au contraire, son parcours illustre-t-il un opportunisme politique pur? Alors évidemment, ça c'est la grande question. Et Renaud Mels, dans cette biographie-là, utilise cette question, je dirais, comme le fil directeur d'une très grande partie du livre. La carrière politique de Pierre Laval est en effet le récit d'une ascension fulgurante. Il passe de député à peine connu à ministre en 15 ans. Alors, c'est pas très rapide en réalité, mais vu les proportions que cela prend pour le personnage, c'est assez notable, notamment dans la mesure où parallèlement, Pierre Laval accuse un virage politique à droite très important. Il se fait élire comme député socialiste en 1914 en étant à l'époque à l'extrême gauche de son parti, c'est-à-dire parmi les plus avancés des socialistes. Et progressivement, au fil de son ascension politique, notamment par l'argent, par les notabilités, par le réseau qu'il se tisse, il se droitise peu à peu. Et on peut en réalité, si on suit la carrière de Pierre Laval, je dirais sur une frise chronologique, ne voir que son opportunisme politique, parce qu'évidemment, être... comment dire, Laval a essayé d'être ministre à peu près à chaque fois, et il a voulu détenir le pouvoir à chaque fois. Quand il était jeune, il a voulu se faire clémenciste. Plus tard, il a tenté d'être... il sera ministre du cartel, et puis des cartels des gauches, après 1925. Ensuite, il sera un ministre, disons, de centre-droit dans les années 30. Donc c'est quelqu'un, à cet égard-là, qui peut paraître opportuniste. Mais, en même temps, si on se fie à certains points de ses idéologies, on remarque qu'il n'a pas changé de toute sa carrière. Par exemple, son pacifisme, c'est la raison pour laquelle il s'est engagé à gauche en 1914. C'est même la raison pour laquelle il était fiché au carnet B, c'est-à-dire l'ancêtre de la fiche S en 1914. Et c'est la même raison, le pacifisme, qui le fait en réalité entrer dans la collaboration avec l'Allemagne nazie. Mais alors comment expliquer ce glissement de Laval du pacifisme et du socialisme à ses débuts à la collaboration la plus active avec l'Allemagne nazie? C'est tout de même incroyable quand même. Alors effectivement, cette trajectoire, c'est l'une des caractéristiques les plus intéressantes du personnage. L'un des titres que Renaud Mels consacre à cette question dans son ouvrage, c'est l'argent du pouvoir, le pouvoir de l'argent. Et c'est vrai que au fur et à mesure qu'il accumule les postes ministériels, Laval s'embourgeoise. Il acquiert notamment le château de son village natal de Châteldon. Il réussit à marier sa fille à un descendant de Lafayette et à entrer par là même dans le cercle de la bourgeoisie parisienne. Et je ne parle pas du côté presse, mais en tout cas, il arrive à se constituer un patrimoine assez important et devient très riche. Donc on peut expliquer l'évolution vers la droite grâce notamment à l'argent. Et c'est une des clés de lecture que donne Renaud Mels. Maintenant, pour la question plus spécifique du pacifisme, on peut se demander si Laval a véritablement glissé dans le sens où il n'a pas... Enfin, on peut se demander si Laval a véritablement abandonné son pacifisme, parce que c'est le pacifisme qui, en 1940, le pousse à adopter comme posture idéologique de ne pas poursuivre le combat face à l'Allemagne. Et c'est par volonté pacifique qu'il appelle à la cessation du combat. Pour lui, en quelque sorte, la collaboration avec l'Allemagne est justifiée par le fait qu'il faille arrêter la guerre et arrêter les destructions. Laval est quelqu'un qui, comme toutes les personnes de sa génération, a été traumatisé par la Première Guerre mondiale. Première guerre qu'il n'a pas faite, parce que lui avait des varices aux jambes. Mais il est traumatisé par tout ce que la guerre moderne peut apporter comme destruction et comme désolation. Et donc c'est quelqu'un qui préfère arrêter le combat, quitte à verser ensuite dans la collaboration. Et ça, c'est évidemment le côté tragique de son destin. Maintenant, j'ai une question qui porterait plutôt sur comment il était perçu de son vivant. Comment est-ce que... quelle image Laval avait-il de son vivant auprès de l'opinion publique, mais aussi de ses pairs politiques? Et surtout, ma question, c'est
comment est-ce que cette image a-t-elle évolué aujourd'hui? Alors, auprès de ses pairs, auprès de son entourage, Laval a commencé avec une très bonne opinion. En réalité, lorsqu'il était encore militant socialiste, il était connu parce que c'était un avocat qui avait accepté de défendre un client de façon gratuite. Un client ouvrier qui n'avait pas forcément les moyens de le payer. Et donc au début, il jouissait d'une excellente réputation, notamment à Aubervilliers, qui était son fief politique, dont il était maire pendant plus de 20 ans d'ailleurs. Mais peu à peu, Laval s'est forgé une réputation d'opportuniste dont il a eu beaucoup de mal à se défaire. Et d'ailleurs, bon, cette accusation d'opportuniste, elle est soutenue par des arguments très concrets. Et d'ailleurs, on ne peut pas vraiment dire qu'elle soit fausse, parce que Laval est fondamentalement quelqu'un qui était intéressé par l'exercice du pouvoir. Donc je dirais que le jugement de ses pairs à l'époque était plutôt de le considérer comme un renégat de gauche qui avait abandonné son militantisme et ses idées de jeunesse pour des postes ministériels, pas très différents de ceux que l'on pourrait reprocher aujourd'hui à une grande partie des gens qui composent le Parti socialiste, si on est de gauche. Donc, à cet égard, Pierre Laval était assez mal vu des contemporains, si ce n'est parce qu'il faut le noter, en 1934, un sondage du Petit Parisien, enfin je crois que c'était le Petit Parisien, un sondage en tout cas, avait demandé aux Français, on est en plein épisode des ligues nationalistes, et de la montée des fascismes en Europe, une étude, une enquête, avait demandé aux Français qui ils choisiraient pour dictateur s'ils en avaient le pouvoir. Et Pierre Laval est le nom qui est arrivé en deuxième position dans ce sondage. Le premier était le maréchal Pétain. Et ensuite, pendant la collaboration, eh bien, les Français ont très mal vécu l'expérience de la collaboration de Pierre Laval, en rejetant sur lui en réalité une grande part de l'impopularité qui aurait aussi pu rejaillir sur le maréchal Pétain. En quelque sorte, Laval a servi de fusible, comme on dirait aujourd'hui dans la Ve République, qui a fait qu'une partie des Français a pu conserver sa sympathie pour le maréchal Pétain, mais aucun, enfin, très peu en tout cas de Français, ne l'ont conservé, ou ne l'ont eu d'ailleurs pour Pierre Laval, qui a été vu comme le traître ultime, celui qui a renversé la Troisième République, alors que c'est par la Troisième République qu'il avait tout obtenu. Et voilà, pour la raison pour laquelle Pierre Laval souffre aujourd'hui encore d'une très mauvaise réputation qui, selon moi, est tout à fait justifiée. En ce qui concerne plutôt la fin de sa vie, en quoi son procès et sa condamnation à mort traduisent-ils la volonté d'une France en quête d'expiation après la guerre? Alors ça, c'est évidemment un aspect très important de sa biographie. Pierre Laval, en 1945, a fait le choix, consciemment, de rentrer en France pour affronter ses accusateurs. Parce qu'il était persuadé, c'était quelqu'un de très mystique, quelqu'un de très superstitieux, qui était convaincu qu'il avait bien agi, et qui était convaincu que les gens croiraient qu'il avait évidemment permis à la France d'éviter un certain nombre de drames en raison de son opposition aux demandes plus pressantes de l'Allemagne nazie. Sauf que Pierre Laval, quand il est rentré en France, il s'est trouvé opposé à une accusation composée en majorité de résistants qui n'avaient qu'un désir, c'était de laver en fait ce passage sombre de l'histoire. Et de la même manière que pour Philippe Pétain, qui a été jugé avant lui, eh bien, le procès a rapidement tourné à sens unique, et Pierre Laval a été condamné à mort, sans qu'il y ait aucun recours en grâce de son côté, et exécuté en réalité juste après. Il n'a pas bénéficié de la grâce du général de Gaulle, par exemple, contrairement au maréchal Pétain. Et donc oui, on peut clairement dire qu'à cette époque-là, Pierre Laval appartenait déjà à une autre génération, à une génération dont on ne voulait plus entendre parler, à une histoire dont on ne voulait plus entendre parler, et la France a voulu tourner la page, en quête d'expiation peut-être. Peut-on aujourd'hui, avec le recul, comprendre ou même pardonner Pierre Laval? Comprendre on peut, pardonner je pense que c'est très difficile, et il faut pas chercher à pardonner en réalité, ça doit pas être la préoccupation principale de la personne qui s'intéresse à la vie de Pierre Laval, je pense, de chercher à le pardonner. En revanche, essayer de comprendre ne serait-ce que la psychologie de ce qu'il a pensé, des raisons qui l'ont poussé à agir de la façon qu'il a agi, ça c'est très intéressant. Donc peut-on le comprendre ? Je pense qu'on peut essayer d'approcher à une compréhension, c'est
Renaud Mels le permet très bien parce que dans cette biographie, il explique à de nombreuses reprises que l'une des dimensions les plus intéressantes du personnage de Pierre Laval, c'est son absence complète d'accroche idéologique. Quelqu'un qui n'a jamais été vu, selon Marcel Déat, avec un livre à la main. C'est quelqu'un sur qui les idées n'avaient aucune prise. Et donc, aussi bien les principes de 1789, liberté, égalité, fraternité, que les idées sombres et fascistes. Et donc, on peut comprendre l'opportunisme de Pierre Laval au fait que, quelles que soient les idéologies dominantes, lui, ce qui lui importait le plus, c'était de défendre cette France terrestre, cette France terrienne, cette France granitique en réalité. Je pense que Renaud Mels utilise le mot, qu'il connaît, ce patrimoine physique en réalité, qui par-delà les événements historiques, par-delà les invasions, ne changera pas. Et quel que soit en réalité le caractère ou la personnalité des occupants qui sont dessus. C'est pour ça qu'à mon avis, Pierre Laval n'a pas estimé à sa vraie valeur l'impact négatif du geste qu'il était en train de faire, et qu'il n'a pas soupçonné un instant qu'il serait jugé de cette manière par la postérité. Comment son cas aide-t-il à réfléchir sur la responsabilité individuelle face à l'histoire avec un grand H ? Alors ça, c'est très intéressant parce qu'évidemment, lorsqu'on est un personnage de ce plan-là, qu'on a eu les responsabilités qu'a eu Pierre Laval, eh bien, on ne peut pas se cacher derrière je ne sais quoi pour prétendre ne pas avoir une responsabilité directe dans le cours des événements historiques. Pierre Laval, c'est quand même celui qui a renversé la République. C'est ça, en fait, qu'il faut lui reprocher au plus. Parce que c'est grâce à lui que Pétain a pu passer de président du Conseil à chef de l'État avec autant de pouvoir, voire plus, qu'un monarque absolu. Et donc, la responsabilité individuelle de Pierre Laval est énorme. Et à cet égard-là, on peut voir qu'à des moments précis de l'histoire, un individu peut avoir des conséquences importantes. Enfin, l'action d'un individu peut avoir des conséquences importantes. Il ne faut pas, pour le cas de Pierre Laval, essayer d'abstraire son action dans le déroulé plus général de mouvements de masse, en réalité. Son action individuelle, à ce moment-là, le 10 juillet 1940, à Vichy, a eu un impact déterminant. Et donc, la responsabilité individuelle est, pour moi, très pertinente, dans ce cas comme dans d'autres, pour penser l'histoire, en réalité. Eh bien, merci beaucoup pour ces éclaircissements, Ilias. On se dit au revoir et à très bientôt pour un prochain podcast du Camulogène. Au revoir, à très bientôt.